Salut les curieux et les curieuses, bienvenue sur ce nouvel épisode d'une nouvelle série sur l'école qui portera sur l'origine de la forme scolaire. Allez, c'est parti! Alors globalement on peut faire remonter l'origine d'un système éducatif à l'Antiquité, mais en réalité la forme scolaire telle qu'on la connaît actuellement est beaucoup plus récente, comme le disent d'ailleurs certains auteurs. On fait comme s'il y avait une sorte de croissance naturelle de l'école depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce qui oblige parfois à rechercher à tout prix des écoles primaires, secondaires et supérieures dans tous les pays et à toutes les époques. En France, on peut la faire remonter à l'ouverture des collèges des jésuites, donc au XVIe siècle, qui formeront l'élite intellectuelle et ce qu'on appellera l'honnête homme pendant près de 2 siècles. Eh mais attends un peu, je sais pas ce que c'est les jésuites, m'explique un peu, parce que là tu nous laisses comme ça, on sait pas, je me sens exclu. Les jésuites, c'est la réaction catholique à l'arrivée du protestantisme de Martin Luther, qui eux étaient, on va dire, plus horizontales, là où les catholiques étaient plus verticales. Par exemple, dans l'interprétation des textes, on va dire que les catholiques, c'est la hiérarchie catholique qui avait la seule bonne interprétation sur la vérité des textes. Alors que le protestantisme qui est inventé, entre guillemets, par Martin Luther, était plus vertical, où c'était l'individu qui pouvait faire l'interprétation en lisant le texte, alors qu'avant on lisait des interprétations plutôt que le texte qui était peu traduit dans les langues communes, qui était en latin. Et les jésuites viennent comme ça mettre un petit peu de verticalité dans un protestantisme plus horizontal. Parce que les jésuites en fait c'est un organisme très hiérarchisé et très militarisé. Alors les jésuites ouvrent des collèges assez rapidement et pour l'époque ce fut un relatif succès parce qu'il y avait plus de 500 collèges à travers l'Europe qui réunissaient à eux seuls 150 000 élèves. C'était la première fois qu'il existait comme ça une éducation rationnelle, rationalisée, divisée en 2 parties et qui faisait 13 ans en tout. La première, la Studia Inferiora, avec 3 ans de grammaire, 2 de belles lettres et 1 de rhétorique. La Studia Superiora, avec 1 an de mathématiques, de physique et d'éthique, 1 an de mathématiques supérieures, de physiologie et de psychologie, et 4 ans de théologie pour ceux qui se destinaient à la prêtrise. Une multitude d'autres disciplines étaient enseignées durant ces années, comme l'hydraulique ou la géographie, en passant par la fortification des forts. Donc c'était assez vaste, et assez diversifié aussi. Attends, t'as bien dit élèves masculins tout à l'heure, donc du coup, les femmes, vous n'allez pas à l'école ? Alors oui, l'éducation des femmes était un peu laissée de côté, en tout cas pour ce qui concerne ce début de forme scolaire. D'ailleurs, à ce propos, il y a Christine Pisan qui a écrit en 1400 Le Trésor de la Cité des Dames, où elle déclare dans ce travail l'égalité de nature entre les hommes et les femmes. Et elle dit que l'éducation des femmes doit dépasser les simples tâches domestiques. Pour elle, la femme doit avoir une éducation sentimentale, pour apprendre la vie en couple, morale pour maîtriser ses pulsions et intellectuelle pour tenir une conversation. Elle allait même jusqu'à dire qu'il fallait leur enseigner des disciplines très techniques, comme les mathématiques et la politique. Des domaines très réservés aux hommes, ou en tout cas privilégiés par les hommes, même encore aujourd'hui. Quand on voit les filières, par exemple les filières d'ingénieurs, comparées aux filières, ce qu'on appelle les filières du Caire, donc les filières d'infirmières, etc., qui sont quand même plus privilégiées par les femmes, alors que les hommes, c'est tout ce qui a rapport à la science. Quand on voit, comme je dis, toutes les filières d'ingénieurs, où la masculinité est quand même très supérieurement représentée. Pareil en politique, même si ça commence quand même à changer. Alors une caractéristique essentielle de ce début des formes scolaires, c'est vraiment là, si vous voulez, au début c'est créé par des catholiques, comme j'ai dit avec les jésuites, mais petit à petit le modèle va changer et évoluer vers une transformation où ce n'est plus, d'ailleurs ça commençait déjà à cette époque, même si c'était plus ou moins entremêlé, mais ce n'est plus le prêtre qui est devant ses ouailles et qui délivre un savoir vertical venant de l'église, mais c'est l'instituteur qui va comme ça transférer le savoir qu'il possède à des élèves. Donc ça va former des citoyens plus tard avec la République. Donc on va passer d'un modèle religieux à un modèle qui va de plus en plus se laïciser. Alors il y a des parents qui enseignaient leurs enfants à domicile, mais par des précepteurs, donc spécialisés dans des domaines, qui venaient à la maison, enfin c'était plutôt des nobles ou des riches bourgeois, mais si vous voulez, ils venaient à la maison pour enseigner, mais évidemment c'était pas tout le monde qui pouvait se payer le luxe de faire ça. Donc il y a beaucoup d'élèves qui n'allaient pas à l'école, tout simplement parce que ce n'était pas gratuit. Et l'école ne fut obligatoire et gratuite qu'en 1882 avec les lois Jules Ferry. T'es sûr que c'est l'éducation? Il me semblait que c'était plutôt l'instruction qui était obligatoire. Alors, c'est exact, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc on est obligé d'enseigner et il y a un suivi qui est fait plus ou moins régulièrement
en ce qui concerne l'apprentissage de l'enfant, où il en est, etc. par rapport à ce qui est demandé. Donc on peut enseigner par exemple son enfant à domicile ou sur un bateau pour ceux qui voyagent. Il faut demander l'autorisation, ce qu'on appelle déclarer son enfant instruit à domicile. Voilà. Macron a récemment supprimé cette possibilité dans son discours du 2 octobre, où il insiste sur le séparatisme de l'islam radical, notamment par ce moyen d'instruction à domicile. Comme cette école musulmane hors charte, en Seine-Saint-Denis, qui a été fermée, où de nombreux enfants étaient éduqués sans surveillance de l'État. Mais il y a aussi des écoles catholiques, comme celle de Presly, qui a elle aussi été fermée pour soupçon de violence sur mineurs. En 2 ans, ce n'est pas moins de 6 établissements clandestins qui ont été fermés sur le territoire français. Ils prenaient prétexte d'instruire leurs enfants à domicile pour les mettre après dans des écoles, entre guillemets, pas officielles, pour enseigner des savoirs différents, religieux, de ce qu'on peut enseigner dans une école qui sont très laïcisées aujourd'hui. Donc c'est pour éviter ce biais législatif, entre guillemets, que permettait l'instruction à domicile, qui ne sera maintenant fait que dans des cas de maladie, par exemple, ou peut-être les gens qui sont en voyage en bateau, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus surveillé. Dans les lois de Jules Ferry de 1982, il y a une obligation à la laïcité, donc il inaugure les lois de 1905. Il faut se dire que ce processus que je décris, qui démarre avec les écoles des jésuites, est beaucoup plus long que ce qui peut paraître. C'est pas, moi je vous le raconte comme ça, mais c'est très long. On peut voir des écoles qui commencent, enfin des systèmes éducatifs qui commencent plus ou moins vers le 6e siècle et même bien avant, comme je l'ai dit, en Antiquité. Donc c'est un mouvement très long vers une forme scolaire qui se rapproche, il y a des régressions, des montées, etc., etc. Mais c'est pas vraiment quelque chose de linéaire qui progresse comme ça, petit à petit, pour arriver là où on en est. Ça fait plutôt des cisaillements, ou peut-être on progresse comme ça pour aller plus haut. Mais en tout cas, c'est très long, c'est pas un truc qui arrive comme ça en quelques siècles. Et ça démarre, selon les auteurs que j'ai cités, donc Bernard Lahire ou Guy Vincent par exemple, surtout. Et ça démarre surtout avec l'école des jésuites et les écoles mutuelles, dont je ne parlerai pas ici, mais ça démarre aussi avec celle-là. C'est une espèce de révolution très longue de l'apprentissage scolaire, ou de l'apprentissage en général. Attends, il l'appelle comme ça parce que on formera les élèves? Ou parce que l'école c'est une forme spéciale, spécifique, avec ses règles, etc. Je pense que c'est plutôt la deuxième, même si la question est intéressante parce que, si tu veux, quand on se forme, on déforme toujours un petit peu. C'est un espèce de modelage ou un entonnoir un petit peu, où il y a plusieurs intelligences au début, ou plusieurs façons d'être intelligent, et l'école n'en récupère que quelques-unes et elle en oublie plein d'autres. Donc oui, il faut apprendre à se former, mais il faut aussi savoir comment on a été formé, donc comment on a été déformé en même temps, parce que les deux vont de pair, pour essayer après de se rediriger vers ce qui nous intéresse le plus, vraiment, qu'on peut oublier parfois avec notre formation. En tout cas, il faut que notre curiosité reste libre envers les autres disciplines et les autres perspectives de voir le monde selon justement cette discipline. Voilà, si tu es sociologue, tu ne verras pas la même chose que si tu es psychologue sur le même objet, entre guillemets, par exemple le travail, comment ça se passe pour un sociologue, comment ça se passe pour un psychologue, et même dans la sociologie, même dans la psychologie, il peut y avoir des différences de perspectives en fonction de nos spécialités, et ça peut nous amener à des biais si on ne connaît pas ces différences-là. Voilà. Donc l'autre peut avoir raison et nous tort, mais vu qu'on n'a que notre perspective à nous, on ne peut pas savoir comment lui voit. Donc du coup, on a tendance à ne voir que notre perspective à nous. Mais ça, c'est pas du tout que pour les disciplines, c'est pour le monde en général. On en parlera dans une autre vidéo qui sera très intéressante, je l'espère, sur l'idéologie. La première, c'est la séparation de l'enfant du monde des adultes et de ses modèles négatifs. Le but, c'est de séparer l'enfant de son milieu familial, sujet à comportements négatifs que pourrait voir l'enfant et donc imiter. Sous-jacent, il y a quand même un petit préjugé comme quoi les familles n'éduqueraient pas bien leurs enfants. En tout cas, pas bien comme il faut pour les religieux, pour l'école ou pour la République, ou pour l'État. Là, c'est mon interprétation, c'est pas Guy Vincent qui dit ça, en tout cas, de ce que je me rappelle de son livre, c'est pas lui qui dit ça. Le deuxième, c'est un bâtiment distinct des autres, donc c'est pas un bâtiment qu'on a pris comme ça parce qu'il était vide, on a mis des enfants dedans pour les éduquer. C'est un bâtiment qui est construit dans le but d'avoir une activité pédagogique pour les enfants dans ce lieu. Troisièmement, qui est corollaire au deuxième, c'est vu que le bâtiment est construit dans le but d'avoir une éducation pédagogique avec les enfants, pour les enfants, tout ce qui est à l'intérieur, toute la décoration est pédagogique. Il y a des tableaux, il y a des calculs, il y a des cartes géographiques. Donc du coup, ça permet d'avoir un environnement où l'enfant est imprégné de savoir, de connaissances. Quatrièmement, il y a un emploi du temps qui est très structuré, donc il laisse peu de place à la liberté.
y compris pour les professeurs. Donc on l'a tous vu quand on était petit, hein, ou même maintenant, que ce soit au lycée, à la fac, il y a toujours un organisme, une organisation avec un quart d'heure pour aller d'un cours à un autre, 1h45 par exemple à la fac pour avoir un cours, et en primaire ou au lycée ou au collège, la sonnerie qui te dit la fin du cours. Donc du coup c'est vrai qu'il y a toujours vraiment, c'est millimétré, c'est bien quadrillé, c'est très rationalisé encore une fois, c'est de plus en plus réfléchi, peut-être pas de mieux en mieux forcément, mais en tout cas de plus en plus. Cinquièmement, la relation n'est pas personnelle, mais est impersonnelle, c'est-à-dire ce n'est plus par exemple comme pouvait avoir ceux qui avaient des précepteurs à la maison, ou ceux qui apprenaient dans l'environnement familial, où c'était des gens qui connaissaient. Pour le précepteur, petit à petit, à force de le voir, tout le temps au quotidien, parce que des fois il restait tout le temps à la maison, hein, vraiment pendant des semaines entières. Et par exemple pour la famille, tout simplement si c'est notre père, notre frère, notre cousin, etc. qui nous apprenait comment faire, ou qui nous apprenait des savoirs, c'était très personnel, forcément. Alors que là c'est un professeur, un élève, donc c'est une relation statutaire, donc de statut d'élève et de statut de professeur. Il y a un habit statutaire, donc de statut de professeur et de statut d'élève. D'ailleurs on voit qu'aujourd'hui c'est un peu chamboulé, ce modèle un petit peu on va dire unitaire, où chacun maintenant veut se montrer tel qu'il est et venir à l'école tel qu'il a envie. Donc il n'y a plus vraiment d'habit spécial ou d'habit républicain. Comme a pu le dire d'ailleurs le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à propos de la tenue républicaine. Justement il disait ça parce qu'il y a eu un hashtag lundi 14 septembre où les filles en avaient marre, en tout cas les lycéennes en avaient marre de ne pas pouvoir venir au lycée entre guillemets comme elles veulent, même s'il y a toujours des limites. Bien sûr, on va pas venir tout nu ou en slip, mais en tout cas, elles pouvaient pas mettre de crop top, hein, ou la jupe par exemple, elles recevaient des remarques. Donc là, elles sont toutes venues, elles pouvaient toutes venir en jupe, en crop top, justement pour réclamer le droit de s'habiller comme elles le désirent, dans les limites entre guillemets du raisonnable, même si c'est toujours un peu flou ce qui est raisonnable ou pas, quoi. Je sais pas si vous avez entendu récemment, mais il y avait par rapport au professeur tatoué, qui est vraiment tatoué sur tout le corps, même les yeux, même le visage, partout, et qui est enseignant. Donc maintenant, vraiment, il y a beaucoup de gens à qui ça pose pas de problème, et par contre, à certains, ça impose, mais en tout cas, les enfants, selon lui, n'ont pas spécialement peur, et ça pose pas de souci de transmission de connaissances. Ce qui est pour lui, en tout cas, la principale tâche dédiée à l'éducation, donc au professeur. Le sixième, c'est le passage de l'apprentissage par la pratique à l'apprentissage par la théorie. Donc on n'apprend plus, les enfants n'apprenaient plus par voir faire, en regardant dans leur milieu familial, comment l'autre faisait, et il faisait ensuite en imitant, en corrigeant, en améliorant, etc. Là on apprend théoriquement, et après on apprend pratiquement plus tard. Donc si vous voulez, c'est un apprentissage gratuit, c'est ce que disait Bourdieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité d'apprendre gratuitement pour prendre plaisir à apprendre. C'est un jeu en fait. Et si on n'arrive pas à rentrer dans le jeu, dans l'abstraction qui est l'école de l'apprentissage, ça peut être difficile. Il peut y avoir des modèles différents comme en Finlande où ils apprennent beaucoup par l'apprentissage de la pratique, en même temps que la théorie, ils allient les deux, ce qui ne se fait pas beaucoup en France, à part dans certains courants comme l'école Freinet, où la curiosité naturelle de l'enfant est privilégiée pour lui faire apprendre des choses. Parce qu'on part du principe que il y a deux motivations, on peut dire, il y a une motivation extrinsèque, c'est une motivation extérieure, par exemple je vais travailler pour gagner de l'argent, motivation extrinsèque, je vais travailler parce que j'aime mon travail, motivation intrinsèque. Il y en a qui privilégient l'un et il y en a qui privilégient l'autre. Et ces écoles différentes partent du principe qu'il vaut mieux s'intéresser à ceux qui intéressent l'enfant pour qu'il soit plus intéressé à ce qu'on lui apprend. Et ça peut créer des tensions comme ça entre verticales, j'apprends ce qu'on me dit d'apprendre, ce que l'enseignement éducatif, donc l'État me dit d'apprendre à l'enfant, et ce que l'enfant veut apprendre. Donc c'est toujours un petit conflit de tension entre le vertical et l'horizontal. Comme je l'ai dit, ça peut poser certains problèmes parce qu'il y a des enfants qui ont besoin, même tout le monde, des adultes, hein, y compris vous qui me regardez si vous avez 50 ans, ça marche aussi. Si on a du mal à apprendre des fois des choses qui sont très abstraites, on ne voit pas le lien avec notre quotidien, que ce soit les mathématiques qui sont prises souvent en exemple parce que c'est assez frappant. Moi je ne savais pas à quoi ça servait, par exemple un triangle isocèle ça sert à quoi on ne fait pas de lien, on n'a pas par exemple pour apprendre avec des figures ou avec on pourra apprendre par exemple avec des petits cubes ou genre de choses pour savoir si c'est pas isocèle ça tient pas, enfin je sais pas tu vois. Par exemple des apprentissages vraiment très pratiques qui nous permettraient de mieux comprendre l'abstraction de ce qu'on est en train de faire.
Tout simplement, il y en a qui ont du mal parce que le cerveau il s'encombre pas de choses dont il n'a pas besoin. Hein. Et si on ne pratique pas ce qu'on apprend, ben on l'oublie. C'est pour ça que quand on révise beaucoup à la fac pour un examen, mais qu'on s'en sert pas après, ou qu'on s'en sert pas avant, même juste pour l'examen, c'est une motivation extrinsèque, donc on réussit pour l'examen, à part si on aime ça. Si on aime ça, on a plus de chances de retenir quand même, si on aime beaucoup ça. Mais même si on ne pratique pas, même si on aime ça, et ben notre cerveau il va le jarter, hein, parce que ça lui sert à rien. Donc entre guillemets, ça l'encombre, même si bon, la mémoire n'est pas aussi simple qu'un réservoir qu'on pourrait remplir, vider, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas pratiquées, donc qui sont virées. Alors la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, hein. Moi ça m'a bien plu de faire cette vidéo, c'est la 5e que je fais, j'ai eu beaucoup de mal à la faire, parce que ça m'a pris du temps, et que c'est long, et que je suis pas très fort. Mais sinon, ça m'a bien plu. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, j'espère que vous regarderez les prochaines. Il y en a 3 autres sur l'éducation qui vont arriver, et il y en a plusieurs qui vont arriver sur plein de sujets différents, car j'ai plein d'idées, et que j'aime bien les réaliser en vidéo. Voilà. Il y a des trucs qui me tarautent depuis tout à l'heure. Je veux dire, pourquoi on va à l'école? Ça sert à quoi d'aller à l'école au final? Pourquoi on enseigne aux enfants? Très bonne question. Bah, si tu veux, on verra ça en deuxième partie de vidéo, enfin deuxième vidéo, sur la philosophie de l'éducation. Pourquoi qu'on va à l'école? À quoi que ça sert? Entre guillemets, qu'est-ce que vous foutez assis 8 heures par jour? Ciao. Alors surtout, n'oubliez pas de rester curieux et curieuse, car c'est important dans la vie de changer de perspective.